En 1996, Nintendo lance sa troisième console de salon, la Nintendo 64. Cette console 64 bits était spécialement pensée pour rendre des graphismes polygonales 3D et était très innovatrice pour l'époque. Malgré sa technologie, la machine n'a pas tout de même eu une tonne de jeux, environ 300. Mais une chose est sûre, elle a reçu une bibliothèque d'excellents titres. Pour mon top 15, j'ai sélectionné qu'un seul jeu par franchise et j'ai basé mes choix sur mes expériences personnelles. J'ai aussi choisi des jeux exclusifs à la console. Je tiens à le dire, ce top 15 est ma stricte opinion. Ne vous sentez pas offensé si j'ai pas nommé tel ou tel jeu, c'est probablement parce que j'ai pas eu suffisamment de temps d'y jouer et que je peux pas vraiment y donner une opinion digne du jeu. Mais je vous invite tout le monde à me dire quel serait votre top 15 des meilleurs jeux de Nintendo 64. Bomberman Hero est un platformer mettant en vedette le grand et l'unique Bomberman. Dans cet opus, la princesse Miliane a été enlevée et il n'en revient qu'à Bomberman de régler la situation. Les contrôles sont simples et faciles à prendre en main. La musique est très mémorable et je peux encore fredonner les airs de ce jeu aujourd'hui. Comparé à Bomberman 64, celui-ci est beaucoup plus simple et l'action semble se dérouler beaucoup plus rapidement. Bomberman Hero est un excellent platformer pour du fun pur et simple. Je lui donne la 15e place sur mon top 15. Quand on pense à un space shooter sur Nintendo 64, Star Fox 64 nous vient immédiatement à l'esprit. Et pour cause, ce jeu est extrêmement amusant et bien conçu. C'est aussi lui qui a introduit le Rumble Pack. Ouais, le gros truc énorme qui se connectait à l'arrière de la manette et qui vibrait le shader le vite. Ça paraît pas, mais ce concept-là sera utilisé dans quasiment toutes les autres machines suivant la Nintendo 64. Le jeu est aussi très connu pour sa narration assez hilarante. I can't believe I lost to this scum! Slippy, get back here! Beautiful. I could kiss you for that. Hey, Einstein, I'm on your side! En gros, Star Fox 64 ou Light Wars en Europe mérite la 14e place sur mon top 15 pour son excellent gameplay et ses graphismes qui ont très bien vieilli. Kirby 64 de Crystal Shards est un jeu platformer style side-scrolling et un des rares jeux de la console dans cette optique. Kirby doit retrouver tous les morceaux du cristaux protecteur de la planète Ripple Store avant que les méchants, eux en fait, je sais pas trop comment décrire ça, les utilisent à des fins diaboliques. Kirby 64 se démarque pour son fun, ses stages variés, sa musique et son gameplay. Et il mérite la 13e place de mon top 15. Toujours eu envie d'aller attaquer le verre avec le fameux plombier? Eh bien, Mario Golf est pour vous! Et c'est bien vrai, rejoignez Mario et ses amis, même si on n'a aucune idée c'est qui, sur les plus beaux terrains du Royaume Champignon et pour les plus grands tournois! Vous pouvez aussi faire du speed golf, ou bien du... Oh Jesus Christ, c'est quoi ça? Je sais, calm your tits. Hey, it's calm your tits. J'aurais pu mettre des jeux beaucoup plus ambitieux que celui-ci, mais Snowboard Kids 2 tient une place particulière dans mon cœur. Développé par une compagnie discrète nommée Ragdim, Snowboard Kids 2 est un jeu de planche en neige à la sauce Mario Kart. En fait, on y retrouve tout l'aspect compétitif et l'action très rapide d'un Mario Kart qui peut rapidement dégénérer ou vous faire gagner à la dernière minute. Le mode 1 joueur est surtout pour débloquer toutes les planches et les pistes car le vrai plaisir se trouve entre amis. Mais j'ai énormément apprécié les boss stages du mode 1 joueur. Côté présentation, le jeu est ce qu'on attend du titre. Là, des courses de snowboard un peu cartoonish sur des pistes qui se peuvent pas. Hey, mais c'est ça qui fait le charme du jeu! Ah oui, puis aussi les pannes à frire. Bref, jouez à Snowboard Kids 2. Le 2. Pas le 1. Fucking piece of shit. Pokémon Stadium 2 a pris les combats monotones et sans animation des Pokémon sur Game Boy et l'a complètement transformé. Pour le mieux. Pour la deuxième fois dans ce cas-ci, on pouvait expérimenter un combat Pokémon tel que vu dans la série animée, en animation totalement 3D! C'était un rêve devenu réalité.
C'est un peu dommage qu'on n'en ait pas eu d'aventure digne des consoles portables, mais le jeu livre quand même un sentiment de progression. Cet opus est plus complet que le premier, accueille les Pokémon de la première et de la deuxième génération. C'est pourquoi Pokémon Stadium 2 mérite la 10e position de mon top 15. Donkey Kong est de retour et cette aventure est probablement sa plus épique. Donkey, Diddy, Lanky, Tiny et Chunky doivent trouver les 200 bananes dorées et libérer K-Lamzy, retenu par le méchant K-Rool. Pour faire court, les graphismes sont décents, le gameplay est varié par un nombre impressionnant de mini-jeux et différentes mécaniques. C'est un excellent platformer qui est toujours aussi plaisant aujourd'hui. Je lui donne ma 9e place. C'est le jeu de combat réunissant les grandes mascottes de Nintendo. Le jeu qui s'est fait remarquer pour son gameplay original, addictif et complètement dément. Le jeu qui s'est démarqué complètement des autres jeux de combat d'époque. Il introduisait un tout nouveau système de combat que je n'ai pas besoin d'expliquer puisque Smash Bros est devenu une des franchises les plus populaires de Nintendo. Et je crois que c'est amplement mérité. Avec un tel jeu pour commencer une franchise, le succès est assuré. Aussi, merci à Smash de m'avoir fait découvrir Samus, Ness, Captain Falcon. Et merci d'être toujours aussi plaisant 15 ans plus tard. Mario 64 a révolutionné le jeu en 3 dimensions avec ses contrôles et son système de caméra qui, imaginez-vous, était nouveau à l'époque. Le jeu a été spécialement pensé pour le joystick multidirectionnel de la Nintendo 64 et en retire très bien toutes ses possibilités. Comme le dirait si bien Wikipédia, le stick analogique de la Nintendo 64 a permis un contrôle du personnage plus précis et plus vaste que la croix directionnelle d'autres consoles. Super Mario 64 a utilisé cela d'une façon qui était unique en son temps. Les contrôles sont entièrement analogiques et permettent une étendue de mouvement à 360 degrés dans l'espace 3D. Le stick analogique permet aussi une certaine subtilité, comme contrôler la vitesse à laquelle Mario marche en inclinant plus ou moins le stick. Les graphismes du jeu sont assez simples, mais on ne peut pas en demander plus pour un starter de console. Les niveaux sont tous mémorables à leur façon, et de même pour la musique. Beaucoup disent de Mario 64 qu'il est la raison initiale du succès de la Nintendo 64. Je dirais même que Super Mario 64 est le meilleur starter de console de tous les temps. En conclusion, pour sa jouabilité encore légendaire aujourd'hui, j'accorde à Super Mario 64 la 7e place dans mon top 15. Here we go! Mario Party 2 est un party game mettant en vedette, vous l'aurez deviné, Mario et sa gang. Mais bon, ai-je vraiment besoin de vous expliquer le concept d'un Mario Party depuis qu'une dizaine d'autres jeux sont sortis? J'ai choisi Mario Party 2 parce que Mario Party 1 est fucking médiocre une fois que t'as goûté au 2, puis le 3, ben j'ai trouvé le tout moins mémorable que Party 2. Mais at least, le petit 2 est vraiment cute. Les planches de jeu de Party 2 sont juste fantastiques et les costumes thématiques sont vraiment cool. Les mini-jeux sont bien dosés et relativement fair. À l'exception de quelques-uns. Banjo-Kazooie est un platformer développé par Rareware et sorti en 98. Il met en vedette Banjo, l'ours joueur de Banjo. Banjo qui joue du banjo. Qui c'est qui a pensé à ça, là? Mais Banjo n'est pas seul, il est accompagné de son oiseau effronté Kazooie, et ensemble ils doivent libérer Tutti, la sœur de Banjo, qui est menacée de se faire soutirer sa beauté. Et qui voudrait la beauté d'un ours? Eh bien, une sorcière, parce que d'être une sorcière à se passer, il faut avoir l'air d'un ours en plus. Malgré une histoire un peu tirée par les cheveux, le jeu est très très bon.
Les contrôles sont excellents et les niveaux sont très bien designés. Aussi, la musique est fantastique. Elle met l'ambiance comme il se doit et est vraiment agréable à écouter. Banjo-Kazooie a même eu le droit à une suite nommée Banjo-Tooie. Mais j'ai trouvé Tooie vraiment trop difficile et pas aussi mémorable que le premier. Beaucoup le préfèrent de Banjo-Kazooie, mais c'est correct. Parce qu'anyway, tout le monde aime mieux le premier que Nuts and Bolts. Sorry, Nuts and Bolts, mais t'es juste le pire spin-off le plus merdique jamais chié par un programmeur. What the fuck, Ron? C'est quoi qui s'est passé, mon petit calice? Oh oui, il fallait s'y attendre. Quelle console Nintendo qui se respecte n'a pas son Mario Kart? Ah oui, c'est vrai, la NES. Oubliez ce que je viens de dire. Mario Kart 64 prend une place particulière dans mon cœur et dans le vôtre aussi, j'en suis sûr. Je sais pas vraiment quoi dire à part que c'est un classique et pour cette raison, je le place en 4e position des meilleurs jeux de N64. Paper Mario est un RPG développé par Intelligent System et sorti en 2001. C'est un peu la suite spirituelle de Super Mario RPG sorti précédemment sur Super Nintendo. Dans ce jeu, tout le monde est du papier. Mario est du papier, les ennemis sont du papier, même le papier est du papier. Encore une fois, le méchant Bowser essaye tant bien que mal de kidnapper la belle princesse Peach, mais cette fois-ci, il s'y prend pas aussi mal que ça puisqu'il réussit quand même à arracher le château du sol. Même quand Mario vient à la rescousse, Bowser il va juste d'un simple coup de Star Rod pour envoyer Mario par la fenêtre. Une des scènes les plus tristes que j'ai jamais vues. Mais si vous n'avez pas joué, je vais m'arrêter là et vous laisser découvrir le restant vous-même. Paper Mario, malgré son apparence simpliste, vaut le détour. Son système de RPG simple convient autant aux enfants qu'aux adultes, et c'est un must-have pour votre Nintendo 64. J'ai dû trancher entre Ocarina et Majora Mask. Et j'ai choisi Majora, car je me souviens du jour de sa sortie. Je me souviens comment j'étais émerveillé. C'était tellement plus dark, plus mystérieux qu'Ocarina. Les graphismes étaient supérieurs, la musique était meilleure, le concept des masques magiques et des 3 jours avant l'apocalypse était tellement bien pensé. Aujourd'hui, je regarde ce jeu toujours de la même façon et je l'apprécie davantage maintenant que je suis capable de me rendre plus loin qu'au 2e temple. L'histoire évolue autour de Link qui se perd dans un monde parallèle en essayant de retrouver son cheval volé par un épouvantail masqué. Je sais, jusque-là ça se tient pas ben, mais il découvre ensuite que le monde où il se trouve est menacé d'être écrasé dans 3 jours par cette sympathique figure. Il n'aura bien qu'à Link de trouver le masque Majora pour arrêter la descente de la lune. Majora Mask, avec son histoire déjantée, est vraiment un jeu unique, et il est toujours aussi mythique 14 ans plus tard. Je lui donne fièrement la 2e place de mon top 15. Well, there I am. Conquer the king. King of all the land. Who'd have thought that? Conker's Bad Fur Day est un mélange d'action, d'aventure et de platforming développé et édité par Rareware en 2001. La trame met en scène Conker, l'écureuil roux, cheap et alcoolique, ben hangover qui tente de rentrer chez lui pour retrouver sa copine Berry. L'histoire implique aussi le roi panthère et son verre de lait. Je n'en dirai pas trop, mais l'histoire est très longue et épique. En tout, il y a 9 chapitres, chacun avec un thème différent. Chacun avec leur variété remarquable au niveau du gameplay aussi. Ils sont tous aussi drôles et absurdes l'un que les autres. Mais c'est un humour assez vulgaire, pour adultes avertis seulement. D'ailleurs, parfois, je me demande pourquoi mon père me laissait jouer à ça quand j'étais petit. Conker Bad Fur Day est complètement l'opposé de la vision de Nintendo, vulgaire, violent, puis pour adultes. Et je crois que c'est pourquoi que ce jeu a autant plu aux gens qui y ont joué. Parce que Rareware a osé. Parlons un peu de la présentation du jeu. Côté graphisme, le jeu est impeccable. C'est un des jeux qui représente le mieux les capacités de la console. Les textures sont belles,
Les personnages sont bien modelés, l'environnement est clair et la profondeur est très bonne pour la Nintendo 64. Mais ce qui est remarquable, c'est le nombre de cinématiques. Rare a opté pour la cartouche de jeu de 512 mégabits permettant toutes ces cinématiques complètement animées et entièrement doublées en anglais. Press B. Press B. Oh yeah. D'ailleurs, les doublages sont de très bonne qualité, autant par leur qualité sonore que par leur crédibilité. La musique s'harmonise bien avec le jeu et ses différents thèmes. N'ayant pas de mode coopératif, Conker's Bad Fur Day offre un mode multijoueur, je dirais même des modes multijoueurs jusqu'à 4 personnes, reprenant les thèmes vus dans l'aventure. Ces multijoueurs vous tiendront en haleine longtemps. C'est malheureux que Bad Fur Day n'ait pas eu le succès commercial qu'il aurait dû avoir. Seulement 55 000 copies du jeu avaient trouvé preneur en avril 2001. Malgré ses ventes plutôt moyennes, le jeu a su trouver son lot de fans inconditionnels encore aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, Conker's Bad Fur Day, selon mon opinion,